le mode d'enregistrement du micro. À partir de maintenant, le livre est là. Comme tu entends, c'est pas du binaural. Comme ça m'évite de faire des droite-gauche et je peux te lire sans me dire ah, il faut que je bouge parce que je lis longtemps dans son oreille droite ou dans son oreille gauche. Mais vraisemblablement, ma main va être occupée à faire des câlins. Nous en étions donc à la dernière phrase de la dernière fois que je vais te relire afin de reprendre le fil. Donc Héraclès venait de nettoyer les écuries de Gyas et venait de revenir du coup à Tirynthe pour raconter au roi Eurysthée son cousin qu'il avait réussi. Or, ayant appris que Héraclès a été payé pour avoir rendu ce service, ils nous disent le héros qui n'avait pas le choix s'inclina devant la décision du roi avant d'écouter attentivement l'énoncé du 6e travail. Dans les marais qui bordent le lac Stymphale vivaient des oiseaux semblables à des cigognes. Si ce n'était leur bec et leurs airs, tout de bronze moulé, ainsi que leurs plumes faites de métal le plus aiguisé. Les meilleurs archers de la région avaient été envoyés chasser ces volatiles sans succès. Étrangement, aucun d'eux n'avait pu réussir à les approcher, ni même à les intimider. Je suis désolée, Willow mange ses croquettes, c'est le bruit que t'entends derrière. À toi, Héraclès, de les faire fuir de nos contrées sur ordre du roi Eurysthée, déclara solennellement le messager. Mais ce qu'il avait omis de préciser, c'était que les oiseaux de Stymphale réagissaient différemment selon que les hommes étaient armés ou non. Aussi, quand Héraclès pensa les atteindre à l'aide de son arc et de ses flèches empoisonnées, les oiseaux, rusés, firent en sorte de rester hors de portée. Il semblait savoir qu'il était impossible pour un homme d'aller plus avant dans les profondeurs des marais sans s'y enfoncer. Totalement indifférents à sa présence, les oiseaux du lac Stymphale semblaient considérer Héraclès comme une présence totalement inoffensive. Alors qu'il les observait depuis plusieurs jours, le héros fut navré de constater que la nuée d'oiseaux était de plus en plus nombreuse. Or, il lui était impossible d'approcher les oiseaux de plus près à cause du sol marécageux qui s'enfonçait sous son poids, ni d'atteindre par aucune arme les terribles volatiles qui demeuraient trop loin. En plus, le héros réfléchissait au meilleur moyen d'accomplir sa mission, moins elle lui semblait réalisable. À cette allure, Héraclès allait pour la première fois échouer dans l'accomplissement de ses travaux. Cette simple pensée le mit hors de lui, et dans un mouvement d'humeur, Héraclès frappa son épée contre son bouclier. Le bruit assourdissant se répandit partout dans le paysage, porté par l'eau des marais et contre toute attente, les oiseaux réagirent. Affolés par ce tapage inconnu, la majorité des oiseaux fit de grands mouvements d'ailes, se frappant les uns les autres au passage de leurs plumes affûtées. Les plus adroits réussirent à s'envoler aussi loin que possible, mais si loin de la terre ferme, ils n'eurent pas la force de rentrer et sombrèrent finalement dans le lac. J'avais oublié que je voulais te montrer. On voit les oiseaux, les pattes dans les marais. J'aime toujours autant les illustrations, elles sont trop belles. Pour ce 6e travail, Héraclès avait accompli sa mission presque malgré lui. Néanmoins, le roi Eurysthée ne trouva rien à lui reprocher et son épreuve lui fut accordée. Héraclès prit alors connaissance du 7e travaux qu'il allait devoir remporter. Sur l'île de Crète, un redoutable taureau vivait en liberté. De son souffle de feu, il anéantissait toutes les récoltes. Pardon, comme tu peux la voir, elle est en train de faire ses griffes.
Héraclès se vit donc confier par Eurysthée le devoir de capturer l'animal féroce. Et il traversa la mer et rejoignit la Crète par le premier bateau. Le roi Minos l'accueillit en personne, enchanté par la venue du héros sur son territoire pour le délivrer de son fléau. Puis le souverain, la mine grave, lui confia que son peuple n'osait plus risquer sa vie en dehors des murs de la cité crétoise, de peur d'une mauvaise rencontre avec le taureau. Roi Minos, déclara humblement Héraclès, sachez que mon honneur est engagé auprès d'Eurysthée, roi d'Argolide, afin de capturer cet animal infâme. Je ferai tout mon possible pour y parvenir. Sur ces paroles assurées, il prit respectueusement congé du roi Minos et quitta les murs protecteurs de la cité à la rencontre du taureau au souffle de feu. Il ne fallut pas longtemps à Héraclès pour apercevoir la bête. À vrai dire, le taureau, à l'œil perçant, fut le premier des deux à apercevoir l'autre. L'animal chargea aussitôt sa proie et Héraclès n'eut que le temps de bondir de côté pour éviter d'être transpercé. Vif comme l'éclair, il empoigna solidement l'animal à l'endroit où ses cornes étaient le plus larges. Là, dans un effort absolument considérable, il bascula le taureau de tout son poids par terre, provoquant un monumental nuage de poussière. À peine le nuage fut-il dispersé que l'animal était déjà immobilisé, les pattes liées par des cordages solidement tressés. Toute la Crète fut époustouflée par la performance d'Héraclès. Le roi fit ses adieux au héros au moment où il chargeait le puissant taureau sur son dos devant le bateau qui devait le ramener à Tirinthe, auprès du roi d'Eurysthée. Parvenu au bout de son voyage, sur les terres de l'Argolide, nul ne sut ni pourquoi ni comment le taureau fut laissé un jour sans surveillance par les serviteurs d'Eurysthée, si bien que l'animal réussit à défaire ses liens et s'échapper. Toutefois, cette imprudence eut lieu bien après qu'Héraclès se fut vu confier son 8e travail, non sans un certain agacement de son cousin face à cette liste d'exploits sans cesse renouvelée. La suite des aventures d'Héraclès le mena cette fois par-delà la mer Égée, au nord de la Grèce, dans la ville de Tyride. Le roi de cette contrée était un rude guerrier qui répondait au nom de Diomède et qui avait pour habitude de nourrir ses juments avec de la chair. Ainsi, chaque jour, ennemis et prisonniers se transformaient en repas des royales pouliches. Or, si la période n'était pas propice ou qu'il n'y avait pas assez, Diomède n'hésitait pas à sacrifier les invités de son palais. Tu devras dompter les juments sanguinaires en évitant de finir dans leur mangeoire, puis les ramener jusqu'au royaume d'Argolide auprès du roi Eurysthée, pour preuve de ton succès, avait annoncé le messager. Héraclès arriva sur les terres du roi Diomède au terme d'un long voyage. Accueilli pour la nuit au palais, l'ironie du sort voulut que ce roi aux mœurs cruelles paraisse relativement aimable de prime abord. Malgré tout, Héraclès se garda bien de révéler la véritable raison de sa venue. Il décida même d'agir au plus tôt afin d'esquiver toute mauvaise surprise. Le soir venu, Héraclès prétexta la fatigue de son long voyage pour se coucher tôt. Allongé dans le lit, son épée serrée contre lui, il garda l'œil ouvert, prêt à contre-attaquer au moindre bruit suspect. Par chance, personne ne vint le trouver de toute la nuit. Aussi, quand l'aube parut, Héraclès quitta discrètement sa chambre. Il longea un interminable couloir dont il savait qu'il était surveillé par un des hommes de Diomède. À cette heure matinale, le garde était tellement ensommeillé qu'Héraclès n'eut aucun mal à échapper à son attention. À pas de loup, le héros se dirigea vers les écuries, assomma un des valets endormis, puis approcha de l'enclos des 4 juments après s'être assuré que la voie était libre. Dans la pénombre du petit jour, Héraclès entendit leurs chaînes cliqueter, témoignant de leur inquiétude en présence d'une personne inconnue à leur côté. Sans nul doute, Héraclès aurait pu briser les chaînes des juments à la seule force de ses bras. Cependant, il préféra utiliser une longue hache entreposée dans un coin, étant donné le caractère imprévisible de ces animaux.
Héraclès à leur suite. Pour ne pas les perdre de vue, un tel raffut réveilla tout le palais. Diomède et ses gardes se précipitèrent dans les écuries afin de savoir ce qu'il se passait. En voyant au loin Héraclès et les juments se diriger vers une colline qui surplombait la mer, ils se lancèrent à leur poursuite. À une cadence inimaginable, Héraclès creusa un large fossé du côté par lequel les gardes de Diomède approchaient. L'eau s'y engouffra et la colline bordée de mer se retrouva d'un coup transformée en île. Les gardes, surpris par la montée soudaine des eaux, tournèrent les talons illico, mais Héraclès enjamba d'un bond puissant la tranchée, la hache à la main, bien résolu à faire de Diomède et les siens un petit déjeuner réconfortant pour les juments. Ensuite, le demi-dieu noua une attache au niveau de leurs 4 mâchoires, de façon à diriger les juments vers le bateau qui allait les emmener vers Tirinthe et le roi Eurysthée. Une fois encore, hormis sa rancune personnelle, le roi d'Argos ne trouva strictement rien à reprocher à Héraclès, qui réussissait tous les travaux les plus absurdes et impensables. Le héros se vit donc confier son 9e travail par le messager d'Eurysthée. Il s'agissait de rapporter au roi d'Argolide la ceinture d'or de la reine des Amazones, prénommée Hippolyte. Cette reine vivait au bord de la mer Noire, à plusieurs jours de bateau de Tirinthe. En apprenant qu'Héraclès avait fait tout ce déplacement pour obtenir sa ceinture, l'Amazone lui offrit de bon cœur. Réellement, l'affaire aurait pu en rester là, mais c'était sans compter une nouvelle intervention de la déesse Héra. La divine femme de Zeus fit courir une rumeur parmi les Amazones qui les rendit tout à coup hostiles vis-à-vis d'Héraclès. Elles furent persuadées que le dessein d'Héraclès était d'enlever Hippolyte. En colère à l'idée d'avoir été dupées, elles lui déclarèrent la guerre. Héraclès, ignorant absolument d'où pouvait leur venir une telle idée, se défendit d'un tel projet. Mais sa parole ne changea rien à la détermination des Amazones. Ils se livrèrent donc une absurde bataille au cours de laquelle la reine Hippolyte périt, blessée par un malheureux coup d'épée. Déçu de la fâcheuse tournure qu'avaient pris les événements, Héraclès déroba à la défunte la ceinture d'or demandée par Eurysthée. Il quitta peu après la terre des Amazones en direction de Tirinthe où un 10e travail l'attendait. Comme toutes les autres fois, depuis près de 8 ans déjà, le messager annonça haut et fort la nouvelle épreuve concoctée par le roi d'Argolide pour son obligé. Au large de l'Espagne vit un redoutable géant à 3 têtes au nom de Gérion ou Gérion, mais je vais le prononcer Gérion. Tous les jours, il emmène paître ses bœufs dans la montagne, à toi de le détrousser sans qu'il ne t'attrape le premier. Après quelques semaines de voyage, Héraclès se retrouva au royaume d'Espagne. Aussitôt, il parcourut la montagne à la recherche de Gérion et son troupeau. Quand il eut repéré le géant à 3 têtes, il observa que ses bœufs étaient gardés également par 2 créatures canines qui semblaient tout aussi féroces. Le héros resta à distance suffisante, attendant le moment opportun pour dévoiler sa présence. Soudain, Orthros, le chien à 2 têtes, et Eurytion, l'autre chien de Gério, se trouvèrent à portée d'Héraclès. Toujours camouflé, l'archer visa et tira 2 flèches à toute vitesse. Les chiens maléfiques tombèrent coup sur coup. La disparition soudaine de ses acolytes intrigua beaucoup Gérion, qui partit à leur recherche dans le maquis. Ce faisant, le géant passa à grandes enjambées à hauteur du rocher derrière lequel Héraclès était dissimulé. Il s'en fallut de peu que le héros ne soit repéré par cet immense monstre, mais Gérion, du coup, avait ses 6 yeux braqués à l'horizon et ne s'aperçut pas de la présence d'Héraclès. Profitant de cet instant de chance, l'archer tendit son arc. Et au moment où les 3 troncs de Gérion étaient alignés sur un seul et même axe, il ne tira qu'une flèche, mais si bien visée et d'une telle puissance qu'elle atteignit les 3 têtes du géant. Gérion s'écroula de tout son long, faisant trembler la terre sous les pieds d'Héraclès.
Si Héraclès n'avait aucune idée de l'acharnement de la déesse Héra à son égard durant l'accomplissement des travaux précédents, il savait en revanche qu'il n'était pas du tout apprécié par elle. Or, le jardin des Hespérides était un cadeau de mariage offert à Héra par la déesse de la terre Gaïa. Dérober les pommes d'or de ce jardin revenait à la défier. Aussi, Héraclès n'était pas très à l'aise avec cette idée. Arrivé en Mauritanie, il apprit que les filles du dieu Atlas, les Hespérides, veillaient sur l'extraordinaire verger. Cependant, depuis longtemps déjà, Héra soupçonnait quelques vols dans son précieux jardin. C'est pourquoi il y avait placé un dragon menaçant, Ladon, pour veiller sur ses biens. Ne sachant quelle direction emprunter pour trouver le jardin des Hespérides, Héraclès se souvient de Prométhée. Enchaîné au plus haut sommet et condamné par Zeus à être chaque jour attaqué par un aigle, se trouvait en cette partie du globe. Il alla le voir et le pria de lui indiquer, en échange de sa liberté, le chemin le plus court vers le jardin secret. Prométhée fit ce qu'Héraclès attendait de lui, et quand ils furent quittes, chacun poursuivit sa route selon le destin qui l'attendait. Le demi-dieu se rendit au pied de l'immense Atlas, un titan autrefois escapé du Tartare sur les ordres de Zeus et condamné à porter tout le poids des cieux sur ses épaules. Le héros lui confia sans détour l'objet de sa quête, et Atlas l'écouta attentivement. Je voulais juste vous montrer l'illustration, je la trouve très jolie. Avec Atlas qui porte le monde sur ses épaules. Et il y en a une deuxième juste après, je peux vous la montrer maintenant. Ah non, je peux pas vous la montrer maintenant. On attend un peu, je vous la montre pas. Le titan qui venait d'avoir une idée lui indiqua que ses filles pourraient sûrement lui apporter quelques-uns des fruits qu'il était venu chercher. Cependant, ajouta le vieil homme accroupi sous son lourd fardeau, avant cela, il te faudra trouver le moyen d'éradiquer ce poison de dragon. Pour ça, j'en fais mon affaire, répondit Héraclès, en désignant son arc qui ne le quittait presque jamais. Et quand bien même tu te seras débarrassé de Ladon, poursuivit Atlas, il faudra ensuite que j'aille trouver mes filles au jardin, afin que je leur demande de cueillir pour toi les pommes d'or. À moins que j'y aille moi-même, si toutefois vous étiez d'accord pour m'en indiquer le chemin, suggéra Héraclès. Oh, ce serait bien trop compliqué, le coupa le titan. Alors que je sais, moi, où trouver mes filles. Tu voudrais perdre ton temps dans les jardins. D'autant qu'à l'heure qu'il est, Héra est peut-être déjà en chemin pour nuire à ton projet. Croisant ma vieille expérience, le plus simple serait que tu me soulages de ma charge juste le temps qu'il faudra. Héraclès considéra quelques instants la proposition, puis accepta. D'abord, il lui fallut gravir la montagne la plus proche du jardin des Hespérides. Jugé sur les hauteurs, il chercha des yeux le féroce Ladon. Dès qu'il eut aperçu le dragon, Héraclès dégaina son arc et tira avec la grande habileté qui faisait sa renommée. Guettant de loin le résultat, il put apercevoir Ladon se figer, tousser un nuage noir d'épaisse fumée, puis s'écrouler au sol, avant même d'être en mesure de comprendre ce qui lui arrivait. Visiblement, en un instant, le cas du dragon fut résolu. Atlas, qui n'avait rien manqué du spectacle, considéra Héraclès d'un air admiratif, mais sans perdre de vue la suite des événements, il se pencha déjà pour confier le fardeau aux muscles vigoureux du héros. Héraclès prit alors sa place, et lui qui était de plus petite taille qu'un titan, disparut presque sous le poids des cieux. Il fut soulagé de voir revenir Atlas quelque temps plus tard avec 3 splendides pommes d'or. Le vieux titan n'avait pas menti. Cependant, Héraclès ne tarda pas à constater qu'Atlas
proposé d'apporter personnellement les fruits à Eurysthée afin de profiter d'un peu de répit et de liberté. Mais Héraclès vit clair dans son jeu et s'empressa de lui faire croire qu'il acceptait. En revanche, nuança le héros, tel que vous me voyez, je suis assez mal installé. Si vous vouliez bien m'aider à répartir le poids des cieux sur mon dos, je pourrais vous remplacer jusqu'à ce que vous reveniez. Atlas, trop heureux de cette opportunité, se laissa prendre à son propre piège. Il posa à terre les pommes d'or et s'agenouilla pour aider Héraclès. Bien évidemment, ce dernier, dès qu'il fut soulagé, en profita pour filer. Sa 11e épreuve achevée, sur le bateau qui le ramenait à Tyrinthe, Héraclès réalisa que son ennemi de toujours, la déesse Héra, n'avait même pas cherché à lui porter préjudice. Toutefois, le héros ne fut pas fâché d'arriver sans encombre et à bon port avec les précieuses pommes d'or. Aux portes de la ville, Héraclès fit connaître l'issue de son voyage à la faveur du roi Eurysthée. Ce dernier ne se priva pas du plaisir de les faire rendre acquis de droit, précisant avec la perfidie qu'il ne tenait pas, contrairement à son cousin, à s'attirer les foudres d'Héra. Héraclès resta impassible, se gardant bien de laisser poindre dans son regard la moindre lueur d'agacement. Alors, sans attendre plus longtemps, le messager d'Eurysthée annonça à Héraclès le 12e travail qui l'attendait. Cette fois, ton voyage pourrait bien être le dernier, car il te mènera tout droit dans les entrailles de la terre, dans le monde souterrain, jusqu'à la porte des enfers. Le roi d'Argolide te demande de ramener jusqu'ici le féroce gardien, le bien nommé Cerbère. Si tu parviens à revenir du royaume des morts dans les conditions demandées, sache que le roi Eurysthée se dit prêt à te rendre ta liberté. La tâche s'annonçait particulièrement ardue, mais Héraclès n'était pas de ceux qui baissaient les bras avant d'avoir essayé. Pour cette épreuve, le dieu Hermès lui indiqua le chemin d'une grotte suffisamment profonde pour atteindre les eaux ténébreuses du Styx, qui séparait le monde terrestre de celui des enfers. Je vous montre juste Héraclès qui vole les pommes du coup à Atlas et qui se barre avec. Mais une fois encore, outrepasser cette frontière fut loin d'être facile. Hermès, le beau parleur, déploya tous ses talents pour convaincre le vieux passeur Charon, on va l'appeler, on va dire Charon et pas Caron, de faire traverser le fleuve à Héraclès. Finalement, le héros n'eut point d'autre solution que d'user de sa force. Il menaça le vieillard à coups de rame afin qu'il consente à lui faire passer l'autre rive. Si durant toutes ces années, Héraclès avait parcouru des distances considérables et bravé 1000 dangers, ce lent voyage sur les eaux du Styx lui fut infiniment pénible. En effet, ce passage était normalement réservé aux âmes des morts se rendant en enfer. À la fin, aussi étrange que cela puisse paraître, Héraclès ressentit un véritable soulagement lorsqu'il atteignit le trône d'Hadès. Le souverain du monde souterrain, ainsi que sa femme Perséphone, la reine des enfers, prêtèrent une grande attention au récit du demi-dieu, assez fou pour être parvenu jusque devant eux. Après quelques instants de réflexion, Hadès donna sa réponse à Héraclès. « Je consens à te céder mon plus fidèle gardien pour un court moment, commença Hadès, mais à une seule condition, je te défends d'utiliser aucune arme, ni ton arc, ni ta lance, ni ton épée, pour arriver à dompter le féroce Cerbère. » L'autorisation accordée, le héros se retira, prêt à affronter l'effroyable chien à 3 têtes. Mais dès qu'il eut le dos tourné, Hadès et Perséphone échangèrent un regard entendu. À leurs yeux, il était clair que jamais Héraclès n'y parviendrait. Ce que Hadès et Perséphone ignoraient, c'est qu'Héraclès avait emmené avec lui la peau du lion de Némée. Il s'en couvrit le corps de
façon à se protéger des attaques du monstrueux gardien des enfers. Puis d'un pas assuré, Héraclès se dirigea droit vers le Cerbère et le saisit fermement à l'endroit de son corps d'où partait son triple cou surmonté de 3 têtes. Grâce à la peau du lion de Némée, Héraclès ne ressentait pas la douleur des multiples morsures infligées par Cerbère. Cependant, le féroce gardien, étreint à la gorge, était au bord de s'étouffer. Il n'eut pas d'autre choix que de se soumettre aux ordres d'Héraclès pour avoir la vie sauve, sous le regard médusé du dieu Hadès. Voilà comment Cerbère, contraint et forcé, suivit Héraclès jusqu'à la surface de la terre à la rencontre du roi Eurysthée. Comme on pouvait s'en douter, le roi d'Argolide fut absolument épouvanté d'apprendre qu'Héraclès se trouvait aux portes de la ville avec dans la main une laisse enchaînée à Cerbère. Je vous montre juste. Hadès et Perséphone sur leur trône. Je trouve ça intéressant. J'aime beaucoup. Eurysthée ordonna sur le champ qu'on renvoie l'affreux chien aux enfers. Quant à son cousin, le demi-dieu, il ne voulut plus jamais en entendre parler. Ce 12e travail fut donc le dernier confié à Héraclès par le roi Eurysthée. Selon l'oracle de Delphes, consulté 12 ans auparavant, la liberté retrouvée d'Héraclès, après avoir servi le roi d'Argolide conformément à ses volontés, signifiait que le héros était délivré du mal qu'il avait commis. Alors Héraclès, ô combien soulagé de se savoir pardonné des dieux, poursuivit son chemin dans la direction qui lui plaisait, l'esprit apaisé de ne plus rien devoir à personne. D'exploit en exploit, il retrouva l'amour et épousa la princesse Déjanire, la fille de la reine Eunée et du roi Calydon. Le cœur d'Héraclès avait été conquis par cette splendide jeune femme, aussi bien capable de conduire un char que de prendre part au combat. Mais un jour que les deux époux devaient traverser le fleuve Évenos en pleine crue, le centaure Nésos, ou Néso, je ne sais pas si le S se prononce à la fin, vint à leur rencontre. Moyennant un financement modique, Néso proposa son aide afin que Déjanire traverse le fleuve sans risque de tremper ses vêtements délicats. Il fut donc convenu entre eux qu'Héraclès traverserait le fleuve à la nage, tandis que Déjanire serait porté par l'intrépide centaure. Afin de ne pas risquer d'abîmer dans l'eau son arc et ses flèches, Héraclès les lança sur l'autre rive, puis plongea dans le fleuve qui coulait à grand torrent. Il atteignit en peu de temps l'autre rive et se retourna pour voir où en était Déjanire. Ce n'est qu'à ce moment qu'il aperçut avec effarement de la fuite de Néso qui emportait avec lui sa femme. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Héraclès empoigna son arc et tira de toutes ses forces sur l'odieux Néso. En sentant son torse touché par la flèche empoisonnée, le centaure fut pris de remords. Dans le but que la princesse lui pardonne son étreinte brutale, Néso confia un secret à Déjanire. Si tu venais à craindre que ton mari t'aime moins, tu n'auras qu'à te servir de mon sang comme un filtre d'amour pour raviver sa flamme comme au premier jour. La femme d'Héraclès voulut croire les dernières paroles du centaure. Aussi elle récolta le sang de Néso comme le trophée de l'ennemi qui l'avait malmené. Cette aventure trotta un moment dans la tête de Déjanire et peut-être plus encore les paroles du centaure. En effet, la princesse savait que son mari avait aimé autrefois une femme de toute beauté prénommée Iole et qu'il n'avait pu l'épouser en son temps. Bien qu'il n'eût jamais été question, la seule pensée qu'Héraclès puisse un jour la délaisser pour Iole faisait bouillir Déjanire de jalousie. Aussi, elle pensa se rassurer en utilisant le filtre d'amour. Même si Héraclès m'aime encore, peut-être m'aimera-t-il encore mieux jusqu'à oublier les autres femmes, réfléchit la princesse. Enfin, Déjanire se décida à imbiber la tunique d'Héraclès du filtre
vêtements et il fut surpris de ressentir une violente brûlure. Déjanire, s'apercevant que le tissu était en feu, lui cria de l'ôter au plus vite, mais cela était impossible. Le vêtement imbibé de poison brûlant ne faisait plus qu'un avec la peau du héros. Voilà donc comment la femme d'Héraclès apprit à ses dépens que les dernières paroles du centaure Néso n'étaient qu'un tissu empoisonné de mensonges. Ainsi finit la vie d'Héraclès sur terre, et c'est dans un tonnerre d'éclairs qu'il fut emporté vers les cieux, avec un geste de grâce infinie, par ceux qui désormais allaient constituer sa nouvelle famille, les dieux de l'Olympe. On en a terminé. Je vous montre la dernière illustration, celle avec Héraclès qui part vers les cieux. J'ai trouvé ça vraiment chouette. J'aime beaucoup comment c'est raconté dans tout le récit, la façon qu'ils ont de dire les choses. Et surtout, je ne savais pas qu'ils s'étaient remariés avec une femme et toute l'histoire du centaure derrière. Donc je trouve ça vachement intéressant de l'avoir appris. J'espère que vous l'avez appris aussi si vous ne le saviez pas. Ça me fait très très plaisir de vous apprendre des choses.